15% des bovidés et des porcidés qui sont étourdis par électronarcose. Ça dure à peu près, ils sont inconscients pendant 30 secondes à 1 minute. 15% ont repris conscience quand on commence à découvrir la chose. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même, si on se dit et si on souhaite être une civilisation davantage qui va vers une éthique cohérente, je pense qu'on ne peut pas en rester là-dessus et qu'il faut faire quelques pas, peu à peu, transformer nos cultures. Il faut tenir compte de ce fait, tenir compte de la souffrance, et quand ces souffrances et ces morts ne sont pas nécessaires, et c'est bien si souvent le cas, eh bien il me semble que c'est un peu un devoir entre nous de décider d'y remédier. Alors, je vous ai montré l'image d'un fusil, il y a aussi cette autre image, et il y a des raisons d'espérer. Et pour montrer comment ce progrès de civilisation se fait, nous avons des raisons d'être optimistes et de se dire c'est simplement l'étape suivante, ce n'est pas une révolution complète. Vous savez, on parle beaucoup de la violence dans la société humaine. C'est vrai que la violence existe, mais elle n'est pas aussi omniprésente qu'on veut bien dire. On parle moins souvent de la banalité du bien, des personnes qui se réunissent de façon tout à fait pacifique et qui sont solidaires, qui se comportent de façon civile, décente vis-à-vis les uns des autres. Et même la violence physique a cessé de diminuer depuis des siècles. C'est quelque chose qui peut paraître surprenant, parce que dès qu'on ouvre la télévision, les premières nouvelles, c'est toujours quelque chose de terrifiant qui s'est passé quelque part dans le monde. Mais pour remettre les choses en perspective, en 1350 à Oxford, il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 0,6. En gros, vous voyez, c'est une courbe exponentielle. 100, 10, 1, 0,1. Les homicides ont diminué 100 fois à 50 fois en Europe. Il y a que la Sicile qui est à 12, on ne sait pas pourquoi. Mais en gros, c'est 1. Vous avez en gros 100 fois moins en France de chances de vous faire tuer dans l'année que il y a 400 ans. Si vous regardez la torture, l'abolition de la torture, bien sûr, il reste des tortures dans le monde de façon non officielle, mais en gros, officiellement, elle n'existe plus. La violence domestique reste une des grandes causes de violence, peut-être la plus grande, celle qu'on remarque le moins parce que c'est foyer par foyer. Vous voyez, la violence vis-à-vis des enfants a diminué de moitié aux États-Unis en 20 ans. Alors, pourquoi est-ce que, malgré tout, il y a ce hiatus? Et pourquoi il reste encore des formes de violence? Nous voyons toujours. Est-ce que c'est parce que l'homme est foncièrement mauvais? C'est ce que disaient certains. Et c'est une citation de Freud. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous de la racaille. Ça, c'est un bon point de départ. C'est quand même pas tout à fait le cas, n'est-ce pas? C'est pas tous de la racaille. Alors, est-ce que l'homme est un loup pour l'homme? Le loup, d'ailleurs, est un animal très social qui, dans beaucoup de cas, fait preuve finalement plus sympathique que ce qu'on pense. Celui-là n'a pas l'air trop méchant non plus. D'autre part, si on regarde cette banalité du bien, c'est quoi la joie de coopérer? L'homme aime coopérer. C'est ça dans les villages, ici aux États-Unis, au Bhoutan, j'ai vécu, quand on construit un toit, tout le monde vient, c'est la fête. Et puis l'année prochaine, si c'est votre maison, tout le monde viendra. Pas que les hommes qui coopèrent non plus. Ah, bien sûr, il y a la lutte pour la vie. La survie du plus équipé. Il y en a des perdants et des gagnants. Et si on regarde l'histoire de l'évolution, bien que la compétition existe, bien sûr, qui pourrait le nier, il ne s'agit pas d'être naïf et partout, et d'écrire toutes les choses à l'eau de rose, mais la coopération entre passer d'un organisme monocellulaire à multicellulaire et puis l'association des interdépendances dans la nature, la coopération est ce qui a permis d'accéder à des niveaux de complexité croissante dans l'évolution. Vous voyez des travaux récents de quelqu'un comme Martin Novak à Harvard, un livre Super Cooperator, tout ça, mais super coopérateur. Donc, il y a aussi la qualité du lien social, qui est souvent le facteur qui est décrit comme étant celui qui contribue le plus à notre bien-être, la qualité des relations humaines. C'est pas seulement chez les hommes, à nouveau. Il y a une île à Okinawa, au Japon, où il y a le plus grand nombre de centenaires au monde. Et une des raisons, ont montré les sociologues, c'est justement étroitesse des liens, de la qualité des liens, de la naissance à la mort, tout le monde est ensemble, s'entraide, etc., etc. Ça a l'air si méchant, cela.
Alors on va vous dire oui, mais tout ça ce sont des apparences. Si on cherche bien, si on gratte bien au fond des choses, on trouvera toujours une motivation égoïste. Alors c'est vrai qu'il y a des simulacres de l'altruisme. On peut aider quelqu'un, faire une action bienfaisante, en calculant, en se disant je vais en retirer davantage au retour, à long cours ou à long terme, ou bien mon image de générosité va me donner une belle image de la société, ou mon estime de moi-même. Ou bien je me sens mal si je n'aide pas cette personne, et donc simplement je veux surmonter ma détresse empathique, c'est pas tellement que je m'intéresse à lui ou à elle, mais je ne supporte pas d'avoir souffrir. Est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Alors certains se sont attachés à démontrer que dans tous les cas, c'était des motivations égoïstes. Ils ont choisi jusqu'à certains extrêmes, mais en fait, aucune étude scientifique n'a jamais corroboré cette affirmation. Bien au contraire, des travaux menés par exemple par Daniel Balson pendant 25 ans, mettant les gens dans des situations très complexes, a montré qu'il y avait toujours une partie notable de la population étudiée qui se comportait de manière altruiste. Donc l'altruisme existe. Mais malgré tout, ceux qui militent qui sont persuadés que nous sommes profondément égoïstes, vous diront, mais regardez, par exemple, des gens vous disent je m'occupe des pauvres, ou je vais aider les personnes âgées. Ah, vous savez, en fait, ça me fait tellement bien moi-même de pouvoir aider ainsi les autres. On dit, vous ne faites pas ça parce que ça leur fait du bien, vous faites ça parce que ça vous fait du bien. Alors regardez ces images, par exemple. Une personne tombe sur la voie, l'autre se précipite. Alors est-ce que celui qui a sauté s'est dit, je vais me sentir si bien que ça sera fini? Mais attendez, c'est pas fini, parce qu'on l'interviewe et il vous dit, mais je n'ai pas le choix, je ne peux pas ne pas laisser personne se faire écraser, j'ai sauté, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. C'est comme un automate. Un comportement automatique n'est ni altruiste ni égoïste. Mais en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas réfléchi, c'est que le choix était évident. On a une fraction de seconde pour se dire, oui, je vais sauver cette vie. De même que cette personne, il ne se demande pas pendant une demi-heure, est-ce que je vais tendre la main, pas tendre la main. Il y a un choix, et ce choix est évident. D'ailleurs, c'est pas seulement chez les humains. On va laisser le copain partir, il a fait un choix. Et puis il y a des gens qui ont fait des choix sur des grandes durées de temps, comme le pasteur André Tromé et sa femme Magda au village de Chambon-sur-Lignon, avec tout le village. Ils ont sauvé la vie d'environ 3500 personnes d'origine juive. Ils ont aidé à passer en Suisse. Ils ont protégé, caché, en dépit de toutes les menaces de la Gestapo, etc. Jamais ils n'ont fait la moindre concession. Jamais ils n'ont fermé la porte à ceux qui leur demandaient de l'aide. Au risque de leur vie, celle de leur famille, etc., etc. Donc, là, on voit bien que c'est un choix. Donc, au lieu de dire, oh, mais ça, c'est des saints, essayons de reconnaître plutôt le potentiel de bonté que nous avons en nous-mêmes. Essayons de l'altruisme. Alors, nous parlons brièvement de l'empathie. C'est cette faculté de raisonner avec autrui. Si vous êtes joyeux, je me sens joyeux. Si vous souffrez, je souffre de votre souffrance. Mais l'empathie elle-même ne suffit pas. Par exemple, si vous vous occupez de personnes malades et que constamment, jour après jour, vous souffrez de leur souffrance, eh bien, c'est trop demandé. Ça conduit à un épuisement émotionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Donc l'empathie, c'est quelque chose d'extrêmement utile et indispensable pour vous alerter, pour vous renseigner sur l'état de la personne, affectivement, cognitivement. Que ressent cette personne? Mais ça ne suffit pas. Dans le cas, justement, de s'occuper de personnes qui souffrent, si vous souffrez tout le temps, à un moment donné, soit vous donnez vos distances, ce qui n'est pas idéal, soit vous arrêtez de travailler, soit vous souffrez terriblement. Et il semble, et c'est ce qu'on a montré dans ces travaux de recherche avec Tania Seger, dont je vais parler brièvement, que si l'on inclut cette sphère beaucoup plus vaste de la chaleur humaine, de la bienveillance pour cet homme qui a perdu ses 2 jambes quand il avait 5 ans et toute sa vie s'est occupé de ceux qui souffraient. L'empathie qu'on peut ressentir par exemple cette personne malade que nous avons vue au Tibet, souffrant d'une tuberculose osseuse. Et bien cet amour altruiste, on a montré en neurosciences que si vous voulez, les aires du cerveau liées à l'amour altruiste étaient différentes de celles de l'empathie. Et qu'en fait, l'amour altruiste est une antidote, comme un baume pour la détresse empathique. Et qu'elle donne en fait le courage de la bonté aimante, le courage de la compassion. Et qu'elle permet justement de continuer à aider ceux qui souffrent de manière constructive avec
L'amour altruiste étant une émotion ou un état d'esprit qui finalement contribue à notre force et à notre épanouissement. Donc on applique à la souffrance quelque chose qui est positif au lieu d'une détresse empathique. En bref, il y a maintenant une étude faite sur 1 an avec 300 volontaires. Il est clair que de cultiver par la méditation, par l'entraînement de l'esprit de façon purement laïque, cette bienveillance est un antidote qui pourra être appliqué dans le cas du burn-out, notamment des personnels soignants, qui affectent plus de la moitié des personnels soignants dans leur existence. Vous voyez cette difficulté à gérer la souffrance d'autrui. Cette faculté de bienveillance, l'évolution nous l'a conférée au travers de l'amour parental, mais nous pouvons étendre le cercle de notre bienveillance. D'ailleurs, nous allons beaucoup le faire aussi. Alors, sur le plan individuel, on va faire maintenant aux travaux que nous avons fait avec Antoine et Richard Davison et Francisco Varela. Donc, des méditants expérimentés sont souvent des disciples de ces grands maîtres, comme ici mon maître Kanyo Rinpoché ou Khyentse Rinpoché, sont venus dans les laboratoires, c'était ici à Madison, et aussi bien par l'électroencéphalogramme qui permet de mesurer des changements très rapides dans le cerveau, que la résonance magnétique qui permet de mieux localiser plus précisément dans le cerveau ces changements. Ici, Richard Davidson, c'était en 2000, je crois, la première fois que je passais dans un IRM et je sors après 2h30 dans l'IRM. Donc, j'étais tout à fait rassuré que le militant ait survécu à l'opération. Et donc, je ne vais pas vous détendre sur les détails, mais vous voyez ici le diapositive qu'Antoine m'a fourni. Vous voyez ici au repos, à gauche, les méditants expérimentés au repos. Quand ils s'engagent dans la méditation sur la compassion, un certain nombre d'aires du cerveau sont fortement activées. Quand vous avez des novices qui ont fait seulement 1 semaine de méditation, au repos il ne se passe rien, en méditation il ne se passe rien, c'est normal, ils ne sont pas entraînés. Mais rassurez-vous, ce n'est pas seulement 60 000 heures. Il suffit par exemple ici, au bout de 4 semaines, à raison de 30 minutes par jour,